l'émission sport de Radio JM, présentée par Jérémy Seban. Bienvenue dans Tribune Sport, votre émission sport sur Radio JM. À mes côtés ce soir, Loris, Fabio, Joseph, ça vous les connaissez. Et puis dans pas longtemps, il va avoir notre invité, un des deux invités de ce soir, Jules Citruc, le fondateur du Protis Club. On aura l'occasion d'en parler avec lui, qui va bientôt nous rejoindre. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, nous retrouverons donc l'ancien médecin de l'OM, Jean Duby, le médecin durant l'année notamment du titre en Coupe d'Europe 1993, pour son livre Bernard Tapie, Dernier Secret, donc sûrement des scoops par rapport au boss. Donc voilà, assez intéressant, donc restez jusqu'à la fin et on va tout de suite commencer avec l'habituel Tour des Sports. Le Tour des Sports, présenté par Jérémy Seban. Et le rugby, nous en sommes au stade des quarts de finale au top 14 et il va y avoir deux matchs ce week-end. Le premier, ce sera le Stade Français face au Racing pour savoir qui va rejoindre en demi-finale le Stade Toulousain, et le deuxième, ce sera Lyon face à Bordeaux-Bègles pour savoir qui rejoindra le Stade Rochelais. Basket. Nous en sommes au stade de la finale des NBA Playoffs, donc le match le plus attendu de l'année, et ce sera les Denver Nuggets face au Miami Heat. Je sais pas si tu as regardé, si tu as suivi un peu ces playoffs, Fabio. J'ai vu que c'était pas mal disputé, franchement des équipes qu'on n'attendait pas forcément, avec les belles perfs des joueurs comme d'habitude, mais c'est vrai que cette année il y a du challenge. Clairement, donc on va voir là, on le sait que c'est en plusieurs matchs, mais déjà dès le premier qui aura lieu vendredi, il sera déterminant. Tennis. Et malheureusement, il reste encore un match. Il y aura Arthur Rinderknecht qui pourra sauver l'honneur des Français face à Fritz, puisqu'il est le dernier joueur français encore en titre. Ce sera ce soir à peu près vers 20h, puisque mon fils a déclaré forfait face à Rune, malheureusement, après sa victoire. Blessure au poignet. C'est ça. Chez les femmes, on a Paris qui a perdu et Dodin qui a perdu face à Jabeur. Compliqué de la jouer. Ouais, c'est sûr, chez les femmes, franchement le top 5, top 10 c'est costaud, donc pour les bouger c'est compliqué. Et après, donc la surprise de ce tournoi pour l'instant, la sensation, c'est Daniil Medvedev, le russe, qui a été sorti dès le premier tour face à Thiago, donc un Brésilien. Exact. Et qui a gagné encore qui a d'ailleurs aujourd'hui, battu Pella aujourd'hui, 3-7 à 1. Et donc il va continuer. Belle performance, s'il passe encore un tour, je crois qu'il va monter dans le top 100, si c'est pas déjà le cas là, avec les deux victoires. Donc belle perf à suivre. C'est un 2000, donc c'est jeune. À suivre. À voir. En tout cas, belle perf pour lui. Et une autre perf cette fois en F1. Puisque le Français Sébastien Ocon a fini 3ème et donc sur le podium à Monaco. Le pilote français termine derrière Max Verstappen vainqueur et Fernando Alonso 2ème. Son coéquipier Pierre Gasly termine lui 7ème à domicile. Prochain rendez-vous dès le week-end prochain en Espagne. Et à noter que Hamilton du coup finit 4ème. Exact. Franchement Mercedes qui a du mal en ce moment. Bon après je sais pas si vous l'avez un peu suivi ce Grand Prix de Monaco. C'était plus du patin à glace que de la F1, mais c'est vrai que là ça a été un peu compliqué. Il y a eu beaucoup d'accidents parce qu'en fait il pleuvait beaucoup trop et dans les rues de Monaco c'est très compliqué de déjà piloter quand il pleut. C'est compliqué, alors ouais, c'est vrai qu'il est particulier ce circuit. Mais en tout cas vraiment belle perf pour le Français Ocon, parce qu'un podium c'est pas mal. Il a fêté ça comme une victoire, mais on peut le comprendre. Ça se comprend. Loris, je te laisse passer pour le football. Allez, on va du côté de Clairefontaine, la liste de Didier Deschamps pour les matchs face à la Grèce et au Gibraltar. Donc voici les 23 bleus en gardien: Areola, Maignan, Samba qui a été récompensé en étant le meilleur gardien de Ligue 1 cette saison. Très mérité. Défenseurs: Théo Hernandez, Upamecano, Konaté, Fofana, Disasi, Ferland Mendy, Koundé et Benjamin Pavard. Pour le milieu de terrain, Youssouf Fofana, Kamavinga, Rabiot, Tchouaméni, Griezmann. Et pour ce trio, ce grand groupe d'attaquants, Coman, Mbappé, Giroud, Nkunku, Dembélé, Marcus Thuram et Kolo Muani, l'équipe de France qui affrontera le Gibraltar le 16 juin et la Grèce le 19. A noter que
C'est l'avertissement que je me suis fait. Ça fait un moment qu'on l'a plus vu, mais du coup, aucun joueur de l'OM dans cette liste des Bleus. Ça fait un moment que c'est pas arrivé quand même, parce qu'on avait l'habitude d'en avoir un ou deux, mais là, personne. Et oui, petite lancée pour Valentin Rongier. Et oui. Et Guendouzi aussi. C'est vrai que Deschamps était là du coup au match face à Brest. On a montré un visage décevant. Donc, il était là pour autre chose, mais C'était ironique pour Rongier. toujours la petite touche d'ironie là de Loris. Bon, de toute façon, c'est pas la liste du mondial non plus. Ah non. C'est des matchs. Mais c'est, pour tu l'Europe. vois que c'est, Qualif. il compose le groupe, il commence à créer le groupe pour l'Euro. Quoi. Après, d'un côté, c'est bien pour nous, pour l'OM, qui partent en vacances plus tôt. Au final, ça, c'est des matchs, ils vont être. Parce qu'on va reprendre très très tôt la saison cette année. Tu vas reprendre. 8 août, c'est le premier match de barrage. Donc, tu vas reprendre début juillet. Là. T'imagines, là, ils vont jouer là. C'est quoi les deux matchs contre. Ah, bah voilà, tu vois. Le 16 et le 19. T'imagines, ils sont en vacances juste après, tu reprends 2 semaines. Ouais. Faut que les joueurs un peu. D'un côté, c'est bien pour l'OM. Parce que c'est l'avantage où voilà, ils vont être en vacances beaucoup plus tôt et ils vont pouvoir. Parce Après, qu'on va ceci dit, reprendre avec Tu tout le sais, monde. même, tu sais même pas s'ils vont rester tes joueurs. Ouais, mais Petite bon, parenthèse. je sais pas pour l'instant. Petite Là, parenthèse je- pour dire bonjour à notre invité, notre premier invité du coup. Bonjour. Jules, comment ça va? Enchanté, ça va très bien. Et vous Voilà, Très impeccable. bien, merci. Voilà, on te laisse prendre le cours de l'émission. Loris en était à nous donner un peu les actualités de football là avant Avec d'entamer plaisir. l'interview. Alors, on en est où, Loris? Tu veux continuer sur la liste UNFP? Vas-y. Allez, on passe à la liste des trophées UNFP. Le meilleur joueur de Ligue 1, Kylian Mbappé. Pour ce qu'il en est de l'équipe type, plutôt surprenant. Moi, j'étais un peu surpris, je sais pas vous. Brice Samba, Nuno Mendes, Kevin Danso, Mbemba, qui a été récompensé du prix Marc-Vivien Foé, Hakimi, Fofana, Rongier, Kefren Turam, Mbappé, Openda, Messi. Ça vous va comme compo cette année en Ligue 1? Faut à débattre quand même, hein, mais bon. Ouais, Sanchez, je peux débattre sur plein de joueurs. Hein. Sanchez, Lacazette La aussi. Casette, la on peut en parler. Casette, Pas présent. Ouais. Qui a fait Après, une- ça, c'est. C'est un peu cher payé, ouais. Allez, on continue niveau Dea Karma, la meilleure joueuse, et Cascarino. Le meilleur espoir de Ligue 1, Nuno Mendes. Scandale, ça vrai scandale par contre. Le meilleur gardien, Brice Samba. Je pense que c'est vachement En vrai, mérité. c'est mérité. Oui, c'est ouais. mérité pour la Et Ligue le 1. meilleur entraîneur de Ligue 1, c'est Franck Hez. Donc franchement, là, il y a Mérité pas, aussi. je trouve Mérité qu'il n'y a pas aussi. vraiment débat. Faut être objectif. Hein, on Ah va oui. pas- Et le meilleur français à l'étranger, Karim Benzema, qui est en instance de départ, De départ, pour apparemment. l'Arabie Saoudite. Donc, Et apparemment, un deuxième. Enfin, non, là, c'est pas apparemment, c'est sûr. Un deuxième joueur en instance de départ, c'est Messi, qui part du PSG. Ça a été annoncé. Donc c'était attendu, non, quand même? Ben oui, Galtier avait dit que c'était son dernier match aux couleurs du Paris Saint-Germain, donc bon, c'était une fin prévisible. Je trouve qu'il a... Je vais pas parler de catastrophe industrielle, mais voilà quoi. Un mot par rapport à ça, par rapport au PSG, par rapport à Messi, Par ce rapport départ. au PSG, ce départ après pour moi il est quand même prévisible parce que c'est une saison qui est malgré le titre de champion qui n'est pas vraiment réussi pour le Paris Saint-Germain. 8ème de finale de Ligue des Champions, c'est vraiment leur objectif principal, donc c'est un échec. Et même sur le plan de l'esprit d'équipe, même de l'aura en tant qu'institution du Paris Saint-Germain, il y a eu quand même pas mal de défauts cette année, donc c'est vrai que c'est pas une saison réussie, on s'attend à ce départ. Et derrière, sûrement, la question, ce départ, ok. Après, il faudra voir où. Et derrière, il y a toujours, comme on le dit, les autres départs. Et est-ce qu'on est vraiment sur la fin de cette ère qatari comme on l'a connue? Bon, en tout cas, il Enfin, faudrait. en vrai, il y a parce qu'ils jamais eu de- tourneront, hein. Il n'y a jamais eu, à vrai dire, de début où des grands joueurs sont allés au Qatar, enfin à part Xavi, mais je trouve qu'en moins d'un an, Ah, au ils Qatar, ont su ouais. surplomber quand même le Qatar dans leur stratégie on va dire, de marketing, de faire venir des joueurs de renommée pour en faire leur future promotion pour la Coupe du Monde en 2030. Tu parles de Donc, l'Arabie Saoudite? Exactement. Dont ils sont en train de préparer en sous-marin, on va dire, en quelque Donc sorte. pour toi, tu le vois, il partirait là-bas? Qui, Messi Ouais. Ça peut être une solution, mais je pense que le choix du De toute cœur, je façon, pense on qu'il n'a pas retournera d'infos. au Barça. Le cœur. Ah, c'est ça la question. c'est ça Non, que- il y en a beaucoup. Après, on voit un peu de tout. Mais Tu as les rachats Messi, aussi, Messi racheté par l'Inter Miami, mais prêté dans la foulée Ah, mais un ça, an c'est à des Barça. micmacs de fou, ça. Ouais, mais je pense qu'avec Messi, on est obligé d'avoir un micmac. Hein. Ah oui, non, mais. En fait, il coûte après, trop cher. Donc, ou il va en Arabie Saoudite et il coûte 1,2 milliard en 2 ans. Ou Mhm. alors, il y aura un micmac comme ça avec l'Inter Miami pour retourner un an à Barcelone. Si c'est vraiment ce qu'il a envie de faire.
À voir. Et après, faut aussi suivre en termes de niveau avec Barcelone, parce que bon, il y a ça, l'âge oui. aussi. Hein. Ah oui, c'est Ah, sûr. c'est plus le même Messi. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, ça, on l'a vu là, on commence à le voir. En tout cas, ça va être un feuilleton de cet été. Je pense pas le seul. Et sûrement du côté de Paris, d'autres joueurs. Je pense Neymar, notamment, hein, ouais, Neymar. Neymar Mbappé. qui a été sondé par Guardiola apparemment, savoir un United peu aussi. ce qui va se United, passer. Ça. À voir. J'aimerais bien voir Neymar quand même sous Pep faire les efforts défensifs. Ça me ferait bien rire quand même. Haaland, Mahrez. Ah mais de toute façon, il y a Bernardo rien à Silva. toucher dans cette équipe. Hein. Neymar, vraiment, je sais même pas s'il serait titulaire, je pense pas. Hein. Après, il faut faire attention à tout ce qu'on entend, encore une fois. C'est sûr. Entre ce qu'on entend et ce qui va se passer, il y a tout un monde. Laurie, je te laisse reprendre, puisqu'il y avait un match hier. Ah oui. Et oui, cette finale d'Europa League entre le FC Séville et l'AS Roma, et au final, c'est les Sévillans qui la remportent pour leur 7ème trophée quand même. Face à une Roma qui était très costaud, on va dire. Mais bon, on va C'était pas. un match agressif. Hein. 14 Très cartons agressif. jaunes dans le match. Jules, tu regardes un peu le. C'est quoi? Tu regardes que l'OM ou tu regardes le foot en général? Plutôt le OM, Ligue des Ouais. Champions, ce match-là, je l'ai pas vu. Ok, ouais. Bon, c'est quand même, ça reste une finale. Niveau finale de intensité, coupe, je trouvais ouais. vraiment que c'était un match haut niveau. Ouais, franchement, Ah bah on a par une rapport à la bonne finale de prestation. l'année dernière, Niveau Francfort intensité. contre les Rangers, franchement là c'était un vrai match. Hein. Franchement, Il y Ouais, avait de il y a belles rien. équipes et au Très final beau à encore regarder. Séville, on en parlait là en off avant le début de l'émission. Il faut un peu- 7ème. T'as le Real Madrid bon, dans la En Ligue des prestigieuse Champions. compétitions et eux dans la petite d'en dessous. Bah, c'est Séville, c'est ça, c'est leur 7ème. 7ème, c'est En le 10 ans record. Ouais, ça. Ouais, C'est c'est leur 5ème en 10 ans. Dixième. C'est leur enchaîné. compétition à Séville. Franchement, c'est fou. Hein. Et, Ouais, ils sont chez eux. la Roma qui aurait pu faire la petite coupe, la L'année conférence dernière, ouais. qui remporte l'année dernière, plus cette année Ils l'Europa auraient League pu remporter leur 2ème trophée européen. La Roma. sous Mourinho. À mais noter du coup, un grand match de Lucas Ocampos, hein, ancien C'est vrai. Olympien. Très qui costaud. enchaîne les bons matchs. De Rakitic aussi. Un penalty à l'aveugle. C'est vrai. C'est vrai, Penalty à la veille. C'est À culotté, franchement. On peut maintenant ouvrir. En vrai, on peut pratiquement te mettre dans la parenthèse OM, puisqu'on va aussi parler de Ouais, l'OM. c'est très lié. Voilà, Parce que durant l'interview, on verra justement jusqu'à quel point c'est lié. On aura l'occasion dans la deuxième interview de parler de la Ligue des Champions, donc remportée en 1993. Et je vous propose, avant, pour les quelques minutes qui nous restent, là, avant de passer à l'interview, de revenir sur ce match face à Brest et justement la veille, ces festivités d'abord. Qui ont été franchement vraiment incroyables. C'est les groupes de supporters qui nous ont offert comment on peut dire, un spectacle. Bravo Joseph, un spectacle vraiment magnifique. Tu étais de la partie pour ça? Oui, bien sûr, on a beaucoup organisé ça du coup avec mon groupe de supporters qui est les South Winners. Donc aussi bien du point de vue que de l'organisation, des craquages, d'aller mobiliser les adhérents et les personnes qui voulaient s'intégrer à cette fête un peu dans tous les coins du littoral marseillais. On a aussi beaucoup travaillé sur le plan institutionnel avec les entreprises, par exemple le MUSEM, pour pouvoir monter des gens sur le MUSEM. On a travaillé avec le président du MUSEM pour pouvoir avoir une continuité aussi sur le plan territorial. Donc on a beaucoup préparé cet événement avec Rachid et on est vraiment content du résultat. Ouais, parce qu'il y avait vraiment tous les groupes qui étaient réunis. Plus que ça, c'était vraiment l'ensemble des Marseillais, même la ville qui s'est prêtée. C'est ça, les groupes, l'ensemble des Marseillais, la ville, parce qu'il y a eu cet événement à la mairie C'est ça, ouais. et un accueil sur le balcon avec toutes les personnalités marseillaises, avec le maire effectivement. Il y a aussi eu l'armée qui a pas mal aidé à cet événement. Le général gouverneur militaire de Marseille d'ailleurs était sur le balcon également. Il nous a prêté aussi le Fort Gantom pour le craquage. Donc c'était vraiment tout Marseille qui était ensemble dans cet événement. Et derrière, donc, on a eu le droit à un beau tifo, toujours en Magnifique. rappel, donc De tout vraiment le en groupe. continuité, c'est-à-dire déjà grosse festivité, gros travail, et derrière pour le match face à Brest, c'était pas obligé. On marque encore le coup avec un tifo sur les quatre tribunes, donc ce qui est quand même Elle était assez rare. sublime. Et au final, si on en vient un peu là maintenant au match, bah ça n'a pas suivi une nouvelle fois et on se rend compte qu'à chaque fois, derrière, qu'il y a une pression, une attente vraiment en tribune, les supporters qui se donnent, bah derrière sur le terrain, Ouais, On n'a ici, pas- pour on les n'a pas de anniversaires, ils suivent pas. L'année dernière, quand on a fait les 35 ans, ils ont pas suivi. On a perdu 3-0. Cette année, c'est pareil pour les 30 ans de la Ligue des Champions. Donc, ils sont pas là aux grands événements. Anniversaire ou pas, j'ai l'impression qu'à domicile, Une la pression, Défaite, hein. ouais, la pression est trop forte pour eux. Hein, au lieu de prendre ça comme
comme de la motivation. On dirait que c'est un fardeau. Donc, C'est fou d'avoir un compliqué. tel public de 60 000 personnes et quasi à guichet pas fermé arriver toute à la gagner, saison. hein. Ouais, mais c'est Surtout ça. qu'en plus, Tu n'arrives pas à gagner à domicile. T'as tes anciennes légendes qui reviennent. Tu te dis franchement, même si le match Tout il est est, fait pour il est gagner. anecdotique, à part si bon il y avait encore avec Lens peut-être des possibilités. Au final, Lens gagne leur match, donc dans tous les cas, t'as pas vraiment de regret là-dessus. Mais c'est le symbole. Et ça revient à ce qu'on dit depuis le début de la saison et même les saisons précédentes, où dès qu'il y a une attente, cette équipe, elle y arrive pas. Laurie, je te sens bouillir, contenir. Je sais pas s'il vaut mieux que tu parles ou pas. Non, mais là, si on parle du match que de Brest. Non, que de Brest, parce que dans Que- tous les que cas, de on garde le bilan final pour Mais la dernière émission qui sera la semaine prochaine. Du coup. Franchement, le match contre Brest, je vais être honnête avec toi. J'ai vu 30 minutes. J'étais au camping. Et non, mais franchement, j'ai voulu voir les festivités déjà de la veille sur ce craquage sur tout le littoral qui était magnifique. C'était une fête où Marseille, tu voyais que on était tous unis. Ça, c'est magnifique à voir. Malheureusement, la réalité du terrain nous rattrape comme toujours. Ça va faire 5 ans, 10 ans, je sais pas. Mais pour moi, c'est dommage. Enfin, c'est un contexte particulier cette saison parce que on savait qu'il y avait un entraîneur qui était sur la sellette, qui avait pris sa décision, comme il a dit en conférence de presse, qu'il y réfléchissait depuis plusieurs semaines. Donc on voit quand même que son départ ravit plus que me provoque de la tristesse quand même. Donc c'est dommage, il va falloir repartir encore sur de nouvelles bases avec des nouvelles personnes, un nouveau staff et voilà. Enfin, Donc, je du vais pas coup, aller oui, donc, plus par loin sur le rapport match, il n'y a plus rien à jouer. Donc, Par rapport à Tudor, donc là tu parles. Mm. Tu en penses quoi? Vous en pensez quoi, vous? Pour moi, Tudor, c'est vraiment on avait au départ beaucoup d'attentes avec un très très bon début de saison. Il y a eu ce mois d'octobre qui était compliqué. Après, c'est vrai qu'on aurait quand même pu avoir des victoires cette saison, c'est-à-dire on aurait pu avoir la Coupe de France assez facilement. On se fait prendre à domicile contre Annecy. La Ligue des Champions, pareil, c'est pas passé loin. On aurait pu avoir cette réussite d'aller en 8e de la Ligue des Champions et au-delà, pareil, c'est pas passé loin. Après, ce qu'on peut critiquer, je pense, c'est une gestion d'équipe qui a pu à certaines reprises être assez hasardeuse. Le fait de mettre quand même des cadres en retrait, comme là cette fois avec Payet et Guendouzi, de toute façon Payet sur tout le début de saison, ça a pu manquer, je pense. Et donc c'est des choix qui ont été assez étonnants et qui ont pu provoquer certaines pertes de points ou des coachings qui n'étaient pas gagnants, qui ont pu nous faire éliminer de la Coupe de France contre Annecy. Donc c'est vrai que c'est un coach pour moi qui a pas mal de potentiel, qui est de qualité parce qu'il a quand même montré pas mal de qualité. Des fois il a trop pris des risques qui n'ont pas payé, donc c'est ça qui nous coûte la saison. Et aussi par rapport à ça, c'est que on peut le dire, c'est un peu la saison des regrets quelque part. Déception, ouais. La c'est raison ça. déception, Quand t'es regret, pas ça, loin de champions, ça réussir, va ouais. ensemble, il y a beaucoup. Et tu le sens dans son discours qui nous fait un peu souvent une Garcia. C'est-à-dire en mode, bon, je suis fier de mes joueurs. Tu vois, Ouais. tu sens pas, il se... il y a ce qu'on appelle déconnecter de la réalité. Hein. Je pense que ça manque un peu ce côté de compatir avec les joueurs. Au final, tu fais quand même deuxième, certes, mais tu peux pas dire que tu es obligé d'avoir des regrets sur une saison comme ça. Forcément, parce qu'il y a 2 mois, on se voyait avoir le doublé Ligue 1 Coupe de France. Là, Après, il y a toujours, voilà, c'est Marseille. ça. on se retrouve en étant 3e et éliminé de toutes les compétitions. Donc c'est vrai que forcément, il y a beaucoup de regrets. Et bon, c'est le coach aussi qui prend, qui prend pour ses échecs. Hein. Clairement. On va maintenant passer donc à l'interview. Donc Jules, je t'ai pas encore introduit. Tu es donc le fondateur du Protis Club, une association qui vise à rassembler la jeunesse marseillaise pour les accompagner principalement vers la préparation aux grandes écoles. C'est bien ça, je me suis pas trompé? C'est ça, c'est exactement ça. Moi, je suis dans le noyau des Winners, donc des South Winners, donc au virage sud du Vélodrome. Je suis aussi étudiant à HEC. Et de base, les Winners, on est quand même très engagés pour aussi bien la jeunesse que même pour la ville de Marseille, avec pas mal d'actions qu'on fait depuis la création du groupe et depuis 35 ans. Et là, pour les 35 ans, l'année dernière, du coup, avec Rachid Zeroual, on voulait vraiment monter un projet qui permette de rassembler
la jeunesse qui vient de tous les quatre coins de la cité phocéenne. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à le faire dans le virage et on voulait reproduire ça vraiment tous les jours de la semaine et sur le long terme pour permettre de rassembler toutes les forces vives qu'a la jeunesse de Marseille, aussi bien des jeunes des quartiers nord, des jeunes du centre-ville, de l'est ou du sud de Marseille, et en même temps les accompagner ensemble vers l'excellence et vers le meilleur et vers plein de belles opportunités. Et donc on s'est tout de suite mis en partenariat avec HEC, ce qui était relativement facile parce que je suis étudiant d'HEC. Et du coup, on a commencé à recruter des membres, beaucoup qui venaient du noyau des South Winners. On a aussi pas mal travaillé avec des associations des quartiers nord, comme Urban Conservatory, de Manu Daher, qui travaille beaucoup avec Naps, avec Raya, avec plein d'artistes aussi dans les quartiers nord, pour fédérer la jeunesse des quartiers nord avec le rap. On travaille aussi avec quelques institutions et lycées, le Cercle des Nageurs de Marseille, le lycée Provence. Enfin, on arrive à avoir des jeunes qui viennent vraiment de toute la ville. Et ces jeunes-là, on les prépare. C'est une double préparation. Il y a une première préparation qui est vraiment académique, parce que pour intégrer HEC, les grandes écoles, il faut un bon niveau. Et donc, ils sont beaucoup préparés aussi bien par HEC, par des profs d'HEC, des élèves d'HEC, que par l'armée et le gouverneur militaire de Marseille, qui pilotent des sessions d'entraînement aux oraux de géopolitique sur le modèle des concours HEC. Et donc, il y a cette première préparation donc, qui est académique. C'est vraiment l'objet, c'est d'avoir un très très bon niveau à la fin du lycée, puis ensuite ils font une classe préparatoire et à la fin de la classe préparatoire, et c'est de les préparer dès leur jeune âge aux exigences de la classe préparatoire pour prendre de l'avance en gros. Et aussi il y a vraiment tout un aspect club, tout un aspect vivre ensemble, où comme c'est des jeunes qui viennent de tout Marseille, on fait pas mal de séjours, de rencontres. Toutes les vacances scolaires, on fait des séjours souvent à Paris, où ils vont rencontrer des personnalités un peu de tous les univers. Par exemple, il y a 2 mois, on était montés à Paris tous ensemble. Quand c'est comme ça, je prends une maison pour 20 personnes, pour 20 jeunes, et ils ont été reçus à Matignon par le délégué interministériel à la jeunesse. Donc ils ont passé une matinée à Matignon, une matinée à l'Assemblée nationale, invitée par la députée Sabrina Agresti-Roubache. Ils ont été invités place Vendôme dans les salons privatifs de Louis Vuitton, de Chaumet, de Fred, par les directeurs généraux des maisons respectives. Ils ont rencontré le PDG du magazine Forbes pendant une après-midi. Enfin, ça leur permet aussi d'avoir un pied dans pas mal d'univers différents, entre le virage, l'armée, les marques de luxe de la place Vendôme, les médias avec Forbes. Aussi à Marseille, on fait pas mal de rencontres. La dernière, c'était avec le président du MUSEM, Pierre-Olivier Costa, avec qui on a coopéré d'ailleurs pour le craquage des 30 ans. Et voilà, c'est pas mal de rencontres avec des personnalités, une préparation d'excellence, une vie de club aussi, on est souvent tous ensemble dans le virage. Et voilà, c'est un mélange entre amitié, vivre ensemble et recherche de l'excellence. Donc c'est vraiment lié avec l'association le Virage Sud. Oui, c'est vrai. Toi, tu es le fondateur. Comment ça s'est passé? On est trois cofondateurs. Donc il y a moi, il y a Rachid Zeroual, et donc le leader historique des South Winners, et Emmanuel Daher, qui dirige Urban Conservatory, et qui avec le rap fédère aussi les quartiers nord. Et du coup, on a fondé ça. C'est vraiment le projet des 35 ans des Winners. D'accord. Ok. Donc, par rapport à ça, donc toi, tu continues tes études à côté? C'est ça, mais j'ai quasiment fini. C'est ce qui me permet d'avoir quand même du temps pour travailler ce projet. D'accord. Donc c'est un projet en plus des études. Et est-ce que c'est vraiment par rapport lors des 35 ans, vous vous êtes réunis, vous êtes dit ça peut être bien de faire ça. Le fait que toi tu fasses HEC, ça s'est fait. Ouais, voilà, ça s'est fait comme ça. On irait parce que les 35 ans, on les a aussi beaucoup préparés. Il y avait tout le côté stade, c'est-à-dire le tifo. Le tifo des 35 ans, avec le théâtre, le tifo de l'année dernière des 35 ans. Donc ça, c'était vraiment tout le côté stade, le craquage sur le Vieux-Port, etc. Et on a toujours un côté hors stade. Et ce côté hors stade, là, c'était la création du Protis Club pour réunir la jeunesse de Marseille avec les Winners. Ok, je vois. Et pourquoi Protis Club ? Club parce que c'est un club, et Protis parce que c'est le guerrier phocéen qui a fondé Marseille. Et ça faisait beaucoup écho au fait c'est ça, de l'enrichissement, de l'ouverture au monde de Marseille, et du fait de faire rencontrer différents mondes pour créer quelque chose qui soit enrichissant pour
pour tout le monde. Dès Pas mal. dès le début, tu annonces comme un projet pour tous les Marseillais. Ouais. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas forcément être adhérent au South Winner, pas forcément au Virage Sud, ou c'est quand même principalement des gens qui se retrouvent dans ce cadre-là. Il y en a la moitié qui viennent directement Ok. du noyau des Winners. Donc il y a vraiment la moitié du noyau des Winners. Par contre, il y en a d'autres qui n'étaient pas adhérents Virage Sud, qui le sont devenus du coup, mais Ok. qui n'étaient pas... Mais de pas- base, ils sont arrivés. Oui, voilà, de base, qui étaient hors Winners. D'accord. Donc là, si quelqu'un nous écoute, par exemple, il est jeune, ça le tente, il peut très bien venir. Comment ça se passe pour rejoindre le club du coup? Il peut me contacter sur les réseaux sociaux, par Ok. exemple. Donc, c'est mon prénom tiré du bas mon nom. Jules Donc, Citric, du coup. voilà, par exemple. Il peut aussi aller à la rencontre des membres du Protis directement. Il peut aller au local des Winners et en parler aussi. On fait pas mal d'événements aussi. Là, le prochain événement qu'on fait, c'est lundi au lycée Provence, où on accueille 400 jeunes qui viennent de tout Marseille. Il y a la direction d'HEC qui descend et c'est la finale du concours d'éloquence HEC Protis Club. Et ça va être un très très bel événement. Il y aura le général Facon, il y aura la direction d'HEC, il y aura aussi des dirigeants du Crédit Agricole, de la CMA-CGM. Donc aussi bien pour faire du réseau que pour découvrir HEC, parce que HEC va présenter HEC D'accord. devant tout l'amphithéâtre, que voir une finale de concours d'éloquence. Tous les membres du Protis Club y seront aussi. Donc par exemple, venir nous rencontrer à certains événements, ça peut aussi permettre de rentrer dans le club. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais donc que ça pouvait être avant justement une prépa, quelque chose de bien pour se préparer en amont de la prépa. Il y a une limite d'âge. Je dirais quand même, j'essaye de les recruter dès Vraiment la jeune. seconde, Ok. parce que ça permet de tirer un maximum de valeur ajoutée de ça, parce que si c'est en terminale, d'un côté, ils ont déjà fait quasiment tout leur cursus, donc je recrute plus des secondes. D'accord. Donc vraiment essayer de les avoir le plus jeune possible pour vraiment inculquer. C'est ça. C'est- Il y en a que et je leur montrer recrute aussi. dès la troisième et qui ont cet objectif-là à partir de la troisième, comme ça ils ont Ouais. vraiment le temps de le travailler. Et puis plus que d'inculquer, c'est aussi de donner l'information. C'est ça. Parce que selon d'où on vient, on ne sait même pas qu'HEC existe. Là, on parle vrai. d'HEC parce que tu es là-bas. Mais des grandes écoles, il y en a d'autres. Je Ouais, ne sais voilà. pas si vous faites aussi les écoles d'ingénieurs. Il y a, Euh, ou si c'est principalement les écoles de commerce. Pour l'instant, c'est principalement école de commerce, parce qu'on a aussi des projets en commun avec HEC ensemble, et donc il y a une cohérence avec le Protis Club. Après, on va aussi s'étendre, je pense, aux écoles d'ingénieurs aussi. Et de toute façon, une fois qu'on intègre HEC, on peut également faire un double diplôme Ouais, bien avec sûr. Polytechnique, par exemple. Donc ça permet aussi de rejoindre des études d'ingénieur par la suite. Par rapport à ça, donc tu parlais d'un lien avec le Virage Sud, donc les South Winners, un lien aussi avec le label de rap. Est-ce qu'il y a un lien directement avec l'OM ou pas? Il n'y a pas de lien avec le lien avec l'OM, c'est le foot, c'est les South Winners. South Winners, C'est ok. les South Winners parce que l'OM c'est nous. Bien répondu. Bien dit Donc, ouais. ça. Donc par rapport à ça, parce que moi j'avais d'autres questions, mais c'est vrai que du coup, vu que votre c'est plus associatif, parce que c'était de savoir, est-ce que ce serait intéressant de l'ouvrir peut-être justement aux joueurs qui derrière n'arriveraient pas à percer et devraient trouver un autre chemin, mais du coup, vu que tu me dis que c'est quand même jeune, je sais pas si ça fait vraiment sens. En fait, c'est tout à fait ce qu'on est en train de Ok. développer. Ah, j'ai Euh, spoilé l'idée. On était justement vendredi dernier au ministère avec la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, et le directeur général d'HEC. Ce qu'on est en train de développer, c'est de faciliter l'accès aux sportifs de haut niveau, donc aux sportifs espoirs, aux grandes écoles. L'idée, c'est que actuellement, quand un sportif, on va dire espoir, veut rentrer dans les grandes écoles, les concours actuellement sont faits de telle sorte que quand il s'entraîne pour faire du sport, C'est pas possible. il perd du Oui, temps c'est parce qu'il impossible. travaille pas les concours. Nous, ce qu'on veut développer avec la ministre Oudéa Castéra, c'est vraiment le fait de reconnaître dans les concours le fait d'avoir un très haut niveau de sport et d'être sportif espoir, parce que en étant sportif espoir et ensuite sportif de haut niveau, on développe aussi des compétences qui seront très utiles aux grandes écoles et aux entreprises. Le côté esprit Leadership. d'équipe, leadership, persévérance, mental. Et donc, c'est vraiment une volonté ministérielle de permettre l'accès aux sportifs aux grandes écoles françaises. Pour l'instant, c'est pas possible parce que
Pour l'instant, c'est pas possible du fait des concours qui reconnaissent pas vraiment le sport. Mais voilà, on est en train de travailler avec ça. Il y a une école qui est très bien, qui nous suit pas mal là-dessus, et qui transmet son savoir-faire. C'est l'école Diagonale, qui justement se bat pour permettre aux sportifs espoirs d'intégrer les grandes écoles et de permettre aux grandes écoles d'avoir ces profils qui sont enrichissants pour elles. Et donc c'est vraiment un sujet important pour nous et on est en train de développer ça. Ok. Et ce serait du coup tous les sports. J'ai vu aussi qu'il y avait un partenariat avec le Cercle des nageurs. C'est ça, ce serait tous Donc, les sports. n'importe. Le ministère, ils ont un registre officiel des sportifs espoirs et des sportifs de haut niveau. Et donc ça serait, ça serait ouvert à vraiment tous les sportifs. Et c'est vrai qu'aux poloistes et aux nageurs du Cercle des nageurs, ça serait ouvert vraiment à tous les sports. C'est vrai qu'avec les JO qui arrivent derrière, ça peut donner une vitrine. Voilà, c'est tout à fait ça. Avec les Jeux Olympiques, ça peut permettre, en termes d'héritage pour les Jeux Olympiques, d'ouvrir cette nouvelle vision pour le sport. Ok. Toi, plus personnellement, donc tu es en train de finir tes études, c'est quoi derrière la suite? Tu comptes, c'est vraiment quelque chose que tu fais à côté ou c'est peut-être d'un projet qui est parti comme ça, d'une idée de base pour les 35 ans, en faire quelque chose? Ouais, c'est ça. Le projet, moi, j'avais vraiment confiance dans le fait qu'on allait le porter assez loin. Et donc, voilà, l'objectif, c'est de développer ça vraiment sur le long terme. Donc, là, on a réussi en un an à avoir le soutien de mécènes, d'institutions et de l'État. Donc, ça va permettre de pouvoir continuer à le faire sur le long terme et à développer de beaux projets du coup. Ok. Et j'ai vu aussi, donc plus personnellement, à HEC, tu étais dans une association par rapport à Marseille, c'est ça? Comment ça se passe exactement là-bas quand on est dans la... Est-ce que tu sens que quand tu es Marseillais, c'est vraiment différent et c'est aussi ça qui pousse à peut-être vouloir qu'il y ait plus de Marseillais qui intègrent ces grandes écoles? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Marseillais à HEC. Catch Business School à Marseille, mais c'est pas tout à fait pareil. Et du coup, il y a pas beaucoup de Marseillais. Moi, l'association Virage Sud, c'est moi qui l'ai créée. Ouais, voilà, c'est ça. Ça a vraiment bien marché parce que du coup, ça permettait aux jeunes, soit de Marseille, même qui venaient du sud de la France, ou même d'autres personnes qui se reconnaissaient dans ces valeurs-là, d'être ensemble et de partager de beaux moments, tout en promouvant tout ce qui est esprit de Marseille, au terme avec des soirées, des après-midi, des festivités sur le campus d'HEC. Donc ça a vraiment bien pris parce que du coup ça manquait à HEC. Ok, donc c'est toi qui l'as créé et au final ça fait sens avec aussi les deux projets. Ouais, ça fait sens et du coup je me souviens qu'à HEC quand on l'a créé, du coup Virage Sud c'était le lien avec les Winners. Ouais. Et qu'on avait inauguré l'association, j'avais amené au local des Winners les jeunes d'HEC, enfin mes collègues d'HEC, on avait fait un clip notamment au local des Winners, donc c'était ça, oui, ça fait sens et il y a une continuité dans ce que je fais du coup avec ça. Ok. Ben, les gars, si vous avez des petites questions avant qu'on passe à la deuxième interview peut-être. Après, non, franchement... C'est un très beau projet en tout cas, surtout avec les Sauce Winners qui ont combien d'adhérents 5000 7500. 7500. Ouais, c'est solide. Ouais, c'est un très gros projet. Bientôt la campagne de réabonnement pour tous. Voilà, c'est ça. Et là ça a commencé, ceux qui sont déjà abonnés, faut qu'ils campagne de réadhésion, reprennent leur adhésion. Ça serait dommage de la perdre. Clairement. Et après, il y aura la réadhésion pour les places qui restent. Clairement. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Très beau moment. Voilà, c'est pas fini, hein, puisque du coup, il va y avoir la deuxième interview. On a l'ancien médecin qui était notamment en 93, donc Jean Duby. Ouais. Je sais pas si tu vois. Non. Si tu vois qui c'est, donc Jean Duby, qui était proche de Bernard Tapie notamment, ouais. Et qui là vient dans le cadre de son livre Bernard Tapie, Dernier secret. Okay. Donc justement, ça va être. Il me semble en avoir entendu parler. Ça, donc ça va être intéressant, sûrement des petites anecdotes sur l'air Tapie. On apprend encore un peu. C'est ça. Donc c'est vrai que en tant que. Ça promet. En tant que fan de l'OM. On a vraiment envie de... surtout dès que ça parle du boss, direct, nous on est captivés quoi. C'est... Ouais. Si clairement. on va avoir
Un mec qui a des cojones comme ça, à l'heure actuelle en dirigeant, je prends moi. Ça serait pas mal de C'est gagner la visé, deuxième ouais. étoile. Ouais, C'est visé là un peu, Loris. Hein C'est visé pour ton cher président de l'Olympique de Et Marseille, ouais, il faut. tu pourras déballer ton sac la semaine prochaine, non? t'inquiète. Ah, semaine prochaine, ouais. Par rapport à ça, Longoria. on a eu ton avis sur Tudor, ton avis sur Longoria, si t'en as un ou pas particulier. Mon avis sur Longoria, c'est que moi je trouve qu'il est très compétent. Après, est-ce qu'il a une vision pour l'Olympique de Marseille ou est-ce qu'il se projette ailleurs? Parce que c'est vrai que sur le court terme, il peut être bon, hein. Mais le problème, c'est que ça manque de projet long terme, Ouais, selon ça, moi, on est tous d'accord et, sur ça. et que tout Avec les changements des joueurs, c'est ça? changement de joueur, de Pas de prendre stabilité d'entraîneur. pas de stabilité d'entraîneur. Tudor, il savait très bien que il reste rarement plus de 1 an ou 2 dans un club. C'est comme Sampaoli aussi. Hein. C'est Comme malheureux, mais- Sampaoli, donc c'est vrai qu'il enchaîne des très bonnes, des saisons avec quand même de la qualité. On voyait pas ça dans toutes les, on n'avait pas cette saison-là en 2015, en 2016, en 2017. Enfin, c'est vrai que troisième, depuis qu'il a repris le club, on a quand même des classements quand même honorables. Après, c'est vrai que ça manque d'un vrai projet à long terme qui nous permettrait de franchir un cap. Ouais, ça, parce que quand même, on revient de loin, hein. Hier, quand je regardais la finale, du coup, on voyait Ocampos, on voyait Rekik. Ça me rappelait vraiment C'est OM vrai qu'il y avait 2015-2016. Sous l'air la brune. On ressort de loin quand même, hein. Mais ouais, pour le long terme, c'est compliqué avec Longoria. Et Je l'adore, mais... rapidement, là, il n'y a pas de nom. Ça vient de sortir il y a je sais pas combien de minutes. C'est Marcelo Gallardo qui est tout en haut de la liste pour le futur poste d'entraîneur de l'OM. Il n'est pas. À savoir. Pareil, il connaît pas. À Pas voir. faire semblant, hein. Mais bon, après, Loris, peut-être. ça a le temps Gallardo de. Si tu C'est, peux en parler rapidement. Bon, moi je vais pas inventer, hein. Je regarde pas les matchs de River Plate. Je me lève pas à 4h du matin pour regarder les matchs en Argentine. En tout cas, il prend un jeu en 4-3-3 offensif. Il joue sous piston. Ah. Et quand Moi, même, on après, garde ça. il y a toujours ce décalage entre Amérique du Sud et Europe. Cette transversale, est-ce qu'ils vont réussir à faire ce pas? Mais en tout cas, C'est compliqué, c'est le coach le plus titré de l'histoire de River Plate, en tout cas. Ça reste Là, j'avais entendu, On a ouais. vu, Moi, ça me l'adaptation. plaît Mmh. quand ils viennent comme ça d'Amérique du Sud pour la Grinta. Ouais, mais Après, on a eu Ça, des c'est jeux- le on a cliché, des ça. joueurs Après, qui sont honnêtement, la arrivés. Grinta, il y en a marre. Pour On la veut des Grinta, titres à ils- Marseille. Hein. Ça y est, la Grinta, Ils sont chaque rasés. année. Ils ont laissé pousser les cheveux, c'était plus les mêmes. C'est fatigant, hein, Gerson, tout ça. La Grinta, au final, tu as 0 titre. Bon, après, quand même, à noter que le bilan de la direction sous McCourt, c'est quand même en 2016-2017, 5e. 2017-2018, 4e. 2018-2019, 5e. 2019-2020, 2e. 2020-2021, 5e. 2021-2022, 2e. Et cette saison, 3e. À noter que c'est quand même pas mal. Et t'as Pour la moi. finale d'Europa League aussi. Et tu as la finale d'Europa League Pas avec mal. Garcia. Donc, bon, toujours pas de trophée. C'est ce qui est malheureux, là, Nourrice. C'est encore plus long que sur juste les la sept. direction. sur Mais les... bon, c'est quand même McCourt. des beaux classements, quoi. Tu vois, tu fais 5e, 4e, 3e. Ouais, mais on se limite à quoi? À regarder le classement et voir combien on a fait le plus de points? Mais tu as S'en fout, ça. tu as cette stabilité où tu joues l'Europe chaque saison. Que ce soit la conférence, l'Europa ou. Bah, Oui, la Ligue mais des Champions. on s'est réduit à ça, du coup. C'est réduit à ça. Déjà, on est européen, contrairement à d'autres équipes qu'on connaît bien, comme l'Olympique Lyonnais. Déjà, tu joues l'Europe. Pour moi, c'est quand même une progression. Quand tu sais que pendant des années, on n'a pas joué l'Europe. C'est pas faux. Non, ça c'est vrai que depuis qu'il y a eu ce retour. Ça, on en c'est- parlera ça, la c'est semaine quelque prochaine, Loris, de tout ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Chacun va venir avec son dossier OM et on va en Il y débattre. aura à Et là, dire. on va écouter quelqu'un qui a connu des belles années, des titres. Ah, ça. Et des titres que nous n'avons pas connus. Il est accompagné donc de Magali, que vous connaissez, qui est la journaliste de Radio JM. Comment ça va, Magali? Ça va très bien, Jérémy, et toi? Très bien, très bien. Et nous sommes aussi, normalement, logiquement, avec Jean Duby. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Je me remets d'une intervention délicate qui a eu lieu il y a 15 jours. Mais ça va, ça va. Bon, bah, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Magali, je te laisse commencer. Bonjour Jean Duby, docteur Jean Duby. On est très content de vous avoir au téléphone puisque votre nom
nous rappelle quelques très très bons souvenirs avec Bernard Tapie. Alors ma conversation, votre histoire d'amitié avec Bernard Tapie commence avec une anecdote pas banale à travers laquelle on reconnaît bien le caractère de Bernard Tapie. Il vous recontacte quelques années après que vous ayez soigné son fils. Pourriez-vous nous faire part de cette anecdote? Vous parlez de l'anecdote de la rencontre ou de l'anecdote de la découverte de l'homme? Oh ben, un petit peu tout, hein. Enfin, si vous pourriez nous rappeler brièvement. Non, mais c'est vrai que, voilà, donc si vous voulez, il est vrai que le premier contact que j'ai eu avec cet homme particulier était lorsque j'ai soigné son fils une nuit à Barcelonnette. J'étais médecin à ce moment-là à Barcelonnette et un des seuls médecins du coin. Et ensuite, donc, quelques années plus tard, il m'a rappelé, par l'intermédiaire de son directeur financier, Fabien Omergue, et j'avoue que la façon dont s'est produite cette rencontre, que je décris dans le livre, était tellement surprenante que mon goût pour les choses qui surprennent a fait que j'ai accepté pour me remercier, on parte le samedi suivant, alors qu'on était le mercredi, pour une destination que à ce moment-là n'était pas connue, passer 15 jours de vacances ensemble. Et c'est comme ça qu'a débuté une profonde amitié entre nos deux couples et une amitié qui perdure à l'heure actuelle. L'amitié qui perdure. Et alors Bernard Tapie réussissait pratiquement tout ce qu'il entreprenait. Les jeunes générations ne savent peut-être pas qu'il a aussi révolutionné le monde du vélo. Oui, ça fait partie des nombreuses choses effectivement qu'il a faites. Le monde du vélo, c'est arrivé tard par rapport à notre première rencontre, si vous voulez, notre premier travail en commun. Le monde du vélo, c'était pendant que moi-même je travaillais à la Vie Claire, 8 jours par mois à Paris, et il a eu l'idée, je pense après avoir acheté Terraillon, si je me souviens bien, il a eu l'idée de créer une fixation de pieds sur les pédales qui ressemblait à ce que aux fixations de ski. C'est quelque chose qui pouvait donc se dégager automatiquement en cas de chute. Et ça a été effectivement une révélation. C'est comme ça que j'ai connu Bernard Hinault d'ailleurs. Et actuellement, c'est une pratique courante dans les vélos de compétition. C'est toute une époque. Et alors, ce qui caractérise aussi Bernard Tapie, c'est qu'il parvenait à fédérer toutes les classes sociales. Il parvenait à fédérer toutes les classes sociales. Il pouvait parler à n'importe qui, finalement. C'était effectivement quelqu'un qui était issu d'un milieu très populaire et qui ne l'oubliait pas, et par là même, naviguant dans les hautes sphères, aussi bien commerciales que politiques, il n'oubliait pas ses origines et il fédérait effectivement pas mal de couches de la société. De telles personnalités sont rares aujourd'hui. Alors tout au long de sa vie, Bernard Tapie a été un homme de défi. Et s'il a combattu le cancer avec autant d'acharnement, c'est certainement parce que dans d'autres circonstances, il s'était confronté au danger. Je pense à sa traversée de l'Atlantique avec ce record à la clé. Oui, c'est vrai. C'était un homme d'un courage physique qui était surprenant. Et comme je le dis à plusieurs reprises dans le bouquin, et en particulier lorsqu'il descend du bus dans lequel nous étions, attaqués par des supporters parisiens et qui marchent devant le bus. À ce moment-là, les supporters parisiens ont arrêté de lancer leurs cailloux, sidérés par cet homme qui marchait devant. Donc, si vous voulez, quand il a fait effectivement cette traversée de l'Atlantique avec le Fosséa pour battre le record de la traversée de l'Atlantique, le capitaine de l'équipage lui dit: on va tout casser, il faut s'arrêter. Il a dit: c'est moi le maître à bord, je vous mets au fer. Et il l'a enfermé dans sa cabine, et ils ont continué à défier. Mais ça, c'était son tempérament. C'est un tempérament comme il était joueur à une certaine époque, un joueur de poker, un joueur de casino. C'est des défis, voilà. Et en plus, un courage physique étonnant. Un meneur d'homme, finalement. Oui, un meneur d'homme, vous avez raison. Et il est bien dommage que ce record n'ait pas été homologué.
Et alors, ce qui fait l'admiration de nombreux Français, c'est le courage de Bernard Tapie face à la maladie. Lors de ses longs séjours à l'hôpital, il discutait avec les autres patients, leur donnait des conseils. C'est finalement une leçon de vie pour ceux qui le critiquaient. Alors, je vais vous apprendre quelque chose que d'ailleurs je n'ai pas mis dans le livre. Cet Tapie n'a jamais beaucoup aimé les médecins. Et il n'en avait que deux auxquels il permettait de le soigner. Christian Durafour, qui était un phytothérapeute remarquable, un professeur parisien, et moi, parce que à chaque fois qu'il avait ce qu'on appelle un pet de travers, il me téléphonait pour me demander mon avis. Mais il n'aimait pas beaucoup les médecins. Et lorsqu'il est vraiment tombé malade, et qu'il s'est retrouvé au milieu d'autres malades, parce que dans cette maladie qu'on appelle le cancer, généralement les gens sont soignés ensemble aux mêmes endroits. Ils attendent dans les mêmes salles d'attente, etc. Et il faisait partager effectivement son courage physique et son courage vis-à-vis de la maladie. Et c'est ce qui a été reconnu et célébré à la faculté de Nice lorsque, devant tous les étudiants, le doyen de la faculté l'a reçu. Oui, c'est une anecdote marquante en effet. Eh bien, merci beaucoup, Dr Jean Duby, de nous avoir rappelé quelques anecdotes au sujet de Bernard Tapie. L'hommage qui lui a été rendu dernièrement à Marseille témoigne de l'affection que lui portent les Marseillais. Je passe la parole à Jérémy, qui a beaucoup de questions sur le côté football. Eh oui, bah oui, puisque Bernard Tapie, ça fait forcément sens avec football et notamment Olympique de Marseille. On va commencer quand même avec quelques questions par rapport à vous. Donc vous avez débuté en tant que médecin dans le sport par le hockey puis l'automobile. Vous êtes ensuite tombé dans le foot. Est-ce que c'est vraiment par rapport à Tapie où vous auriez pu vous retrouver là du fait d'être Marseillais ou tout simplement par attirance pour ce sport? Ah non, c'est uniquement par Bernard Tapie. Je n'ai jamais vu un match de football avant d'arriver à l'OM. Je n'ai jamais regardé un match à la télévision avant d'aller à l'OM. Et c'était un peu le désespoir de mon ami Giresse qui m'a dit « Mais tu n'as même pas regardé France-Allemagne ?» J'ai dit « Non, le foot ne m'intéresse pas. » J'ai pratiqué le rugby et le foot ne m'intéressait pas. Alors il est vrai qu'en tant qu'élu à la mairie de Barcelonnette, j'étais responsable des sports en particulier et que j'ai participé au développement du football de Barcelonnette, financé par un des Mexicains de Barcelonnette, qui a construit le stade. Mais il est vrai que pour moi, c'était accessoire. Le football ne m'intéressait pas du tout. Je n'en connaissais ni les règles, ni quoi que ce soit. Et justement, par rapport à ça, qu'est-ce qui a fait que vous avez à plusieurs reprises suivi Bernard Tapie, que ce soit justement pour venir à l'OM, lors de propositions originales ou pour le suivre dans des idées de business? C'est quoi qui a fait cette différence, le fait que même si vous n'aimiez pas ce sport, vous vous êtes dit « allez, j'y vais ». Alors, pour répondre pourquoi je l'ai suivi, c'est parce que c'est un homme qui avait un tel pouvoir de séduction, un tel charisme que j'étais obligé de le suivre et puis nous avons construit cette amitié lors de notre premier séjour ensemble pour me remercier de l'action vis-à-vis de Stéphane lorsque nous avons passé 15 jours en Guadeloupe. Donc c'était devenu un ami cher et lorsqu'il m'a téléphoné à Barcelonnette en me disant qu'il reprenait le club de football, il a beaucoup insisté pour que je vienne. Il a beaucoup insisté parce que moi, effectivement, le football ne m'intéressait pas. Je lui ai dit non, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une équipe de foot, je connais même pas les règles. Et il m'a dit, non mais, il a insisté en disant, c'est pas le foot, c'est le médecin que je veux. Et il faut que tu viennes à l'OM parce que si tu viens, on gagnera la Coupe d'Europe. Alors finalement, c'est pour ne pas le décevoir que je suis descendu, et puis parce que j'avais des problèmes familiaux et qu'il m'a bien expliqué que si je restais à Barcelonnette, ce serait pas bon pour moi. Donc je suis redescendu à Marseille où j'avais fait mes études. Et par rapport à ça, justement, donc vous étiez médecin. Quel est le rôle d'un médecin sportif? Est-ce qu'on s'occupe seulement des blessés ou on a vraiment son mot à dire sur la préparation, les entraînements, la diététique? Ça englobe vraiment tout ça, ce rôle de médecin? Alors, sur l'entraînement, pas du tout. Sur l'entraînement, il y a des professionnels, non seulement l'entraîneur, qui est du milieu du football, mais aussi le préparateur physique, et je rends hommage à Roger Propos, qui est un ami et qui a très certainement été un pion important dans la victoire de Coupe d'Europe. Pourquoi les clubs français n'ont jamais gagné la Coupe d'Europe? C'est parce que pour gagner une Coupe d'Europe, il faut qu'il y ait un ensemble complet de compétences
depuis le cuisinier jusqu'à l'entraîneur, en passant par le président. Et c'est ce que Bernard avait réussi à faire à l'OM. Ah oui, c'est ce dont il parlait justement, ce fameux gâteau là, tous les ingrédients qu'il faut avoir. Alors c'est vrai que, oui, c'est ça. Et c'est vrai que moi, je ne m'occupais que de la diététique. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre qui a paru aux éditions La Vie Claire et éditions qui ont disparu depuis, sur la nutrition du sportif. Et j'étais responsable de la nutrition des joueurs et de leurs blessures et de problèmes liés à l'entraînement, si vous voulez. Des problèmes médicaux, purement médicaux. Purement, d'accord. Je crois qu'il faut insister sur quelque chose que j'ai dit dans le livre et qui me paraît fondamental. C'est que plus de 9 sur 10 des médecins d'équipe, dans les équipes quelles qu'elles soient, mais surtout dans le football, sont un peu à la solde du président et de l'entraîneur. Or, Bernard savait qu'à moi, il ne pourrait jamais imposer quoi que ce soit. J'avais une totale liberté, et quand je lui disais ce joueur ne joue pas, parce qu'il est malade, parce qu'il a une affection, parce qu'il a un traumatisme, parce que ce serait dangereux, Bernard me suivait. Et ça, je crois avoir été un des rares du moment. Peut-être que maintenant ça a changé. Je ne suis plus dans le football, ça, je l'ai complètement quitté. Mais ça, c'était fondamental. Et je lui avais dit, moi, je suis le maître sur le plan médical. S'il y a quelqu'un qui me passe par-dessus, je m'en vais. Et par rapport à ça, justement, ça nous rappelle la fameuse anecdote avec Basile Boli en finale qui se blesse juste avant de marquer son but lors de son choc avec Baresi. Apparemment, c'est le boss donc qui donne la consigne de ne pas sortir. Et du coup, vous faites quoi à ce moment-là? Non, en fait, si vous voulez, la blessure de Basile, à l'évidence, n'était pas sérieuse. Je pense que Basile, qui avait vécu avec beaucoup de problèmes et de douleurs l'expérience de Barry, sur ce petit choc avait envie de sortir parce qu'il sentait que ça n'allait pas très bien. Et lorsque Bernard Tapie a téléphoné par radio à Raymond en lui disant « Basile reste sur le terrain », c'est parce que... Pourquoi est-ce que Raymond a accepté? Parce que vous savez, Raymond Goethals, il ne suivait pas toujours les ordres de Tapie. Et en particulier pour la finale de Paris. Oui. C'est pas Tapie qui a fait l'équipe, c'est Raymond Goethals. Et Raymond Goethals m'a toujours dit, je n'ai jamais perdu à Paris. Je n'ai pas perdu. On a fait match nul. On a perdu au penalty. Si j'avais écouté Bernard, avec l'équipe qu'il voulait faire, nous aurions perdu. Donc, Raymond faisait les choses comme il le voulait. Et je pense que Raymond était du même avis que Bernard. Parce que depuis le banc, on avait vu que la blessure n'était pas sérieuse d'une part, et d'autre part, on savait que à quelques minutes de la mi-temps, c'était très dangereux de faire un remplacement. D'accord, donc Voilà c'est la vérité sur Boli. un choix groupé, la vérité qui Et alors, qui ce éclate. choix de Bernard qui a été accepté par Raymond, finalement, c'est la gloire de Basile. Complètement. C'est un ami proche, cher. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est sûr que sa notoriété mondiale est venue de là. Ah oui, clairement. C'est fou quand même sur un but. Mais bon, quand on sait derrière ce qu'il emmène, ça fait tout de suite sens. Justement, par rapport à ça, on va rester par rapport aux joueurs. Vous avez sûrement vu de nombreux joueurs se blesser, puisque vous êtes resté quand même un certain temps à Marseille. Quel joueur vous a le plus impressionné par rapport à ce plan, tant au niveau de sa condition physique que son professionnalisme, ou à se remettre d'une blessure? Je pense que je ne peux pas citer un nom, D'accord. parce qu'il y en a plusieurs. Et sur le plan de la condition physique, des blessures, etc., je mettrais dans le même lot Karl-Heinz Foster et Carlos Moser. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et le seul... quand nous prenions des joueurs, vous savez qu'à chaque fois qu'un club prend un joueur, il y a une visite médicale d'avant signature de contrat. Et la seule fois où je me suis fait avoir, c'est avec mon ami Dragan Stojkovic, que j'ai retrouvé d'ailleurs à Marseille lors des événements la semaine dernière, et on en a un petit peu parlé. Dragan est resté un ami cher, mais il est vrai qu'il m'avait caché une blessure que je ne pouvais pas trouver par l'examen clinique,
s'il ne m'en parlait pas. On va revenir sur Bernard Tapie, puisqu'il est quand même l'objet de ce livre. Vous en racontez beaucoup dans votre livre. Quelle est pour vous l'anecdote la plus marquante avec Bernard? Il y en a beaucoup. Je ne sais pas ce que vous appelez anecdote. Souvenir, anecdote. C'est parce que, si vous voulez, on pourrait mettre comme anecdote le fait de ce placebo que nous avons utilisé pendant la Coupe d'Europe et dont je parle longuement dans le livre, qui est une anecdote assez surprenante et je pense que ça a contribué à notre victoire. Mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. Je crois que c'est quand même très difficile de trouver une anecdote particulière. C'est sûr. Justement, vous venez de devancer ma question qui était de savoir, parce que j'avais bien aimé justement cette anecdote par rapport au placebo, et je voulais vous savoir si pour vous ça avait un impact sur cette finale. Et justement, non seulement ça a eu un impact sur cette finale, mais tous les joueurs, sans exception, ont demandé à poursuivre la prise de ce placebo. Ils n'ont jamais su que c'était un placebo. C'est Bernard et moi qui le savions. Et on l'a su comment? On l'a su parce qu'on nous l'avait dit avant et qu'on l'a cru sur parole, mais immédiatement de retour à Marseille, j'ai fait analyser le comprimé, il n'y avait rien dedans, si ce n'est du bicarbonate de soude. Donc c'était un placebo. Mais les joueurs me le réclamaient. Et ils ont continué à le prendre pendant les 2 ans qui ont suivi, puisque je suis resté 10 ans à Marseille, à l'Olympique. Et donc ça veut dire qu'ils ont su... Dans les 2 années de Division 2. Donc ils l'ont su vraiment après, peut-être même en lisant votre livre. Ils l'ont sûrement appris en lisant mon livre, mais c'était surprenant, parce qu'effectivement, ils venaient me réclamer leur comprimé 2 heures avant le match. C'est énorme. Comment expliquez-vous plus généralement toutes les critiques qu'a reçues Bernard Tapie? Peut-être on peut expliquer ça par la jalousie? Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie, effectivement. Cette réussite flamboyante, chaque fois qu'il entreprenait quelque chose, il réussissait. Et c'était pas anodin, c'était de relever des entreprises, de très grandes entreprises, c'était créer quelque chose. La vie claire était moribonde quand il l'a pris, ça continue maintenant. Donc je veux dire, c'était un homme qui savait remonter les affaires, qui méritait d'être remonté. Il en a démonté certaines, comme Manu France. Mais c'est parce qu'il fallait démonter Manu France, et qu'on savait que le vélo, et je sais pas quoi, les armes peut-être. Voilà. Donc si vous voulez, non, cette réussite crée beaucoup de jalousie, ça c'est vrai. Vous disiez au début donc que vous n'aimiez pas tout simplement le foot. Vous c'était plus, vous le dites dans votre livre, vous c'était plus les voitures. D'ailleurs après vous êtes revenu à votre premier amour. Mais cette aventure du côté de l'Olympique de Marseille vous a-t-elle fait tomber amoureux du foot et de l'Olympique de Marseille? Non. Non. Le football est malheureusement, et tant pis si je vais me faire critiquer par beaucoup, le football est profondément frelaté. Profondément frelaté. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais pour moi, c'est un des sports les plus frelatés. Donc, si vous voulez, on va s'arrêter là, mais voilà, je crois que malheureusement, c'est un sport que j'aime bien. Je n'ai plus jamais revu de match de football. D'accord. Ah oui. Parce que l'aventure était terminée. Mais j'ai gardé des liens puissants et profonds avec les joueurs. Et quand je les ai retrouvés la semaine dernière à Marseille, ils me sont tous tombés dans les bras. Il fallait voir Abedi Pelé, qui pourtant est un type qui maintenant au Ghana a une situation fabuleuse. Il m'a sauté dans les bras. Et ça a duré un quart d'heure. Non, c'est un milieu pour lequel je garde, le milieu de l'OM de l'époque, pour lequel je garde beaucoup d'amitié. Mais le football lui-même ne m'intéresse pas vraiment. Et si mon fils aîné fait partie des winners, moi il ne viendrait jamais à l'idée d'aller dans les virages pour voir un match de foot. D'accord. Bon, apparemment même de ce que vous dites, même en tribune latérale, ça n'a pas l'air de trop vous emballer non plus. Non, on a vécu des moments fabuleux. Lens et Marseille ont les 2 meilleurs publics de France.
Ça, Lens, ça m'avait surpris, parce qu'à Lens, les supporters ne sont pas dans les virages, ils sont dans l'équivalent de la tribune Jean-Bouin. Donc, si vous voulez, ils ont la place privilégiée du stade. Donc, Marseille, c'est les virages, avec le virage nord, le virage sud, avec ces tifos fantastiques, j'adore ça. Parce que c'est Marseille, parce que c'est le Vélodrome, parce que c'est l'OM. Mais le match en lui-même n'a pas d'intérêt. Et le match de Coupe d'Europe que nous avons gagné, quand je me souviens très bien, quand je suis rentré dans les vestiaires, après le match, moi je ne suis pas resté pour faire le parcours avec les joueurs, etc. Je suis rentré directement au vestiaire. Et j'y ai croisé Monsieur Platini. Et il m'a dit, Julie, alors tu es content, ce match, il t'a plu? Il m'a dit, c'était un match de merde. J'ai dit, oui, effectivement, tous les matchs de Coupe d'Europe sont des matchs de merde. Ce qu'il faut, c'est pas faire un beau match, c'est le gagner. Effectivement, c'était un match de merde, comme vous avez pu le constater. Il y a une seule belle action, c'est celle où Boli met le but. C'est le but. Mais le reste, c'est ce qu'il faut. Hein. Un grand partage aussi. C'est ce qu'il faut. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Duby. Donc, on le rappelle, votre livre, Bernard Tapie, Dernier secret, qu'on peut retrouver. Oui, je voudrais, si vous me le permettez, bien je voudrais conclure en disant, parce que vous n'en avez pas parlé beaucoup, et ça, je le regrette. Mon but était, entre autres, de réhabiliter Bernard vis-à-vis de l'histoire de Valenciennes. Tout le monde croit que Bernard avait acheté les joueurs, avait acheté les trucs. Bernès est le seul responsable. Bernard n'était pas au courant et l'a appris avec moi à la mi-temps, en même temps que Borloo. Personne n'était au courant. Bernès tout seul avait monté l'affaire. Et c'est ça qui est important dans mon livre, et c'est une des raisons majeures pour lesquelles je l'ai fait. Sa réhabilitation. C'est vrai qu'on y trouve, dans votre livre, vous faites bien de le rappeler, on y trouve cette vérité. C'est un sujet qui est assez délicat, mais en vrai, vous avez totalement raison. Il y a une vérité. Le sujet n'est pas délicat. J'espère simplement que M. Montgolfier lira mon livre. Et s'il ne le lit pas, quelqu'un le lui dira. Mais cette ignominie d'avoir mêlé Bernard à ce truc, c'est une ignominie. C'est le seul qui soit allé en prison. C'est vrai. C'est le seul qui a tout perdu. Bernès, ce vendu, qui était exclu à vie du football, il y est retourné comment, à votre avis? Il y est retourné parce qu'il s'est plié à Noël Le Graët, qui voulait détruire l'OM. Donc ça, c'était important de le dire. C'est vrai, vous faites bien de le souligner. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc merci à vous, parce que ça m'a permis encore une fois de m'exprimer sur le sujet. Et je suis heureux que les Marseillais écoutent cette discussion que nous avons eue tous les trois. Eh bien, avec grand plaisir. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Jean Duby, et merci à toi, Jérémy, pour cette interview en duo. Avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir, donc, merci. Donc, c'était l'interview de Jean Duby, l'ancien médecin de l'OM, notamment de, vous l'avez compris, pas que 1993, parce qu'il était de 86 à 94, mais il était là lors de cette victoire. Il était très proche de Bernard Tapie, vous avez pu le voir, et notamment, il a tenu à rétablir une vérité qui est dans ce livre. Il y a vraiment un grand chapitre qui est consacré à cette affaire OM-VA, qui a été un grand tournant dans l'affaire dans l'histoire de l'OM, hein. Et aussi dans l'histoire personnelle de Bernard Tapie. Donc Jean Duby a très bien fait. C'est vrai que c'est assez... Voilà, quand on prépare les questions, on se demande un peu lesquelles on va poser. Voilà, donc il a bien fait de le rappeler en fin d'émission. Merci à vous. C'était donc Tribune Sport, votre émission sport sur Radio JM. Nous, on se dit rendez-vous même jour, même heure pour la dernière de la saison, la semaine prochaine. La der des der. La der des der. Allez l'OM. Allez l'OM. Radio JM.